Vous êtes particulier, vous êtes patron d'une PME, PMI, voire d'une plus grosse société ou même alors d'un groupe international. Vous avez des colis à expédier en Afrique. Colis Booking, qui travaille en partenariat avec la Poste, est là pour répondre à vos besoins. Et l'option de commande, c'est généralisé. Vous pouvez payer par virement bancaire et vous pouvez payer par PayPal. Colis Booking s'occupe de venir récupérer ces colis à votre domicile ou dans votre société ou votre structure et se charge de l'expédition et de la livraison auprès de vos destinataires. Avec son personnel hautement qualifié, Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Nous assurons les transports des conteneurs, les engins des chantiers, les tracteurs, les véhicules haut de gamme et diverses marchandises partout dans le monde et plus particulièrement en République démocratique du Congo. Dans le domaine immobilier, Global Service vous facilite le processus d'achat immobilier aux États-Unis. Nos bureaux sont prêts à vous recevoir partout dans le monde. Aux USA, à Kinshasa, en Afrique du Sud et même en Chine. Global Service vous propose des services de qualité à un temps record. Amenez-nous vos projets, nous sommes la solution. Je suis Narcisse Katompa, CEO de Narsix Water, une entreprise de purification et de distribution d'eau basée aux États-Unis. Je suis titulaire d'un master en finance et une spécialité en assurance gestion des risques. Narsix Water est une eau électrolyte d'une source artésienne à San Antonio, État du Texas. Elle est dotée d'un pH de 9.5 et contient des minéraux capables de traiter les déchets organiques acides du corps et de maintenir un pH équilibré dans le sang comme dans le corps. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois aujourd'hui. Nous recevons quelqu'un qui s'est battu pendant plusieurs décennies, comme on l'a dit autrefois, pour la liberté ou les libertés individuelles. Il connaît toutes les prisons de la République et tous les cas incarcérés, les conditions de vie et ainsi de suite. Il a été pour plusieurs personnes un témoin ou un fer de lance pour tous ceux qui s'est battu pour la démocratie pendant la période de Kabila et même bien avant, les questions de droits de l'homme, les questions des libertés individuelles et des droits fondamentaux. Nous recevons Maître Georges Kapiamba, président de l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, et il est l'auteur du rapport intitulé « Inefficacité de voies de recours, trafic d'influence, déni de justice et faible engagement de la justice à la lutte contre la corruption ». Et avec lui, nous allons donc parler de ce rapport, mais aussi beaucoup de questions liées à l'actualité, à l'état des droits et de d'autres choses. Maître Kapiamba, comment allez-vous? Je vais bien, merci. Alors, c'est un honneur de vous retrouver. Merci aussi pour cette invitation. Merci. Alors, parlons-en déjà. 2 ans depuis que nous avons l'alternance. Ouais. Vous vous êtes longuement prononcé sur la question. Ouais. D'abord, comment vous évaluez ces 2 ans? Bon, 2 ans, je crois que c'était un passage dans le vide durant les 2 ans, parce qu'il faut retenir que de janvier 2019 à janvier 2021, nous avons constaté que la coalition qui était en place, qui avait organisé le pouvoir et la gouvernance, n'était pas arrivée à se mettre au travail pour répondre aux attentes de la population. Les membres de cette coalition ont passé tout leur temps à s'entre-déchirer, à se quereller autour des questions pratiquement inutiles. Bref, c'était plus une gouvernance qui s'est fondée
sur la conquête de certains avantages. Et comme il y avait confrontation entre ces intérêts, conflit entre les intérêts des uns et des autres, ça a débouché sur sa dissolution. Et je dois reconnaître que moi ainsi que mon organisation ACAJ, nous avons combattu cette coalition dès le départ, parce que pour nous, c'était une coalition contre nature qui regroupait des gens qui ont eu à travailler sur base au moins d'un programme qui était fondé totalement sur des antivaleurs, la recherche du bien personnel, la corruption, le détournement, trafic d'influence. Et il était difficile qu'avec un nouveau président qui venait d'une force politique de l'ancienne opposition, qui a travaillé, milité durant plus de 30 ans autour de la restauration d'un état de droit, de pouvoir s'entendre. Donc, bref, cela a été connu. Bon, maintenant, voilà, il y a quelques mois que le président a pu, après avoir dissous cette coalition, a pu créer une nouvelle dynamique. Il y a eu la requalification de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale ainsi qu'au Sénat, même si jusqu'à ce jour, ce n'est pas encore très clair parce que même les membres de cette coalition ne nous donnent pas l'impression d'être totalement fidèles et engagés dans la même direction que le président, mais il y a eu quand même un bon début. C'est à partir de là que nous sommes en train finalement d'évaluer l'action gouvernementale. Et d'ici 6 mois, nous allons faire notre évaluation. Alors, on va revenir un peu dans le passé. Vous étiez opposé au système Kabila, la prédocratie, la mauvaise gestion et tout le reste. Mais les gens ont tendance à croire que vous avez changé radicalement. En fait, un peu comme si les lions, on avait finalement coupé les griffes et qu'ils n'avaient plus de dents. Qu'est-ce qui se passe exactement? Non. C'est-à-dire que d'abord, je rappelle que nous sommes une organisation de défense des droits de l'homme de la société civile. La société civile n'a pas d'ambition de conquérir le pouvoir et de l'exercer, moins encore de s'opposer de manière systématique à un gouvernement lorsque celui-ci porte les valeurs pour lesquelles la société civile se bat. Et donc, par rapport à l'ancien régime, nous avions tenté à plusieurs reprises d'approcher les responsables, de les alerter sur les antivaleurs qui bloquaient le fonctionnement de l'État, qui n'assuraient pas la protection des droits et libertés fondamentaux des citoyens. Et donc, nous n'avons pas été écoutés. C'est la raison pour laquelle nous avions compris qu'il fallait continuer à combattre ce système. Alors, maintenant, nous avons un nouveau président, un nouveau leadership, un président qui a fait preuve d'engagement qui est différent de ce qu'on a vu par le passé, avec un certain nombre de mesures qui nous ont rassurés. Rappelez-vous que déjà en janvier et février, lorsque le président est au pouvoir, la première chose, c'était donner effet à différentes recommandations que nous avions faites, notamment de faire libérer tous les prisonniers politiques et d'opinion. La suppression des cachots de l'ANER. Supprimer, interdire à ce que les services de renseignement puissent s'occuper des affaires civiles. Il y a eu des réaménagements à certains niveaux, ce qui nous a donné plus d'espoir et nous nous sommes dit c'est une opportunité qui nous est finalement donnée pour que nous puissions accompagner ce régime dans la bonne direction et c'est ça que nous faisons. Est-ce que les choses ont changé, Maître Kapiamba, en termes de droits de l'homme, par exemple? Alors, il y a eu un certain nombre de choses positives que nous avons connues, certaines avancées, notamment en ce qui concerne l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le président de la République a tenu plusieurs discours qui ont redonné aujourd'hui de la confiance aux magistrats, même si eux-mêmes ne parviennent pas à se remettre aussi sur le bon rail. Et il y a le fait que le président a inscrit, au moins parmi ses priorités, la lutte contre la corruption, le détournement des deniers publics et le blanchiment des capitaux. Il a créé, en attendant que l'agence soit créée sur base de la loi, parce que c'est ça aussi notre point de vue, mais il a créé une structure d'abord, l'APLC, qui est une agence de lutte contre la corruption, un service spécialisé de la présidence, pour d'abord pallier à l'absence d'une agence totalement indépendante.
Il a renforcé les pouvoirs de la CNRF. CNRF, c'est la cellule nationale de renseignement financier qui a en charge la détection des actes de blanchiment des capitaux. Et il a redonné encore du pouvoir et des moyens à l'inspection générale des finances qui fait aujourd'hui un travail professionnel de titan. Et donc, l'ensemble de ces actions nous ont vraiment rassurés et voilà pourquoi nous essayons d'accompagner ces gouvernements. Mais nous notons qu'il y a encore parmi ces gouvernements, parmi les responsables de l'État ou les proches du président, beaucoup qui n'arrivent pas toujours à s'insérer dans la dynamique impulsée par le président de la République. Mais c'est un combat que nous devons tous mener, tout en les sensibilisant, mais aussi alerter le président de la République pour dire qu'il y a encore des personnes qui constituent les freins ou mieux obstacles à la réalisation de vos promesses. Alors, ce qui est très avantageux avec vous, c'est que vous ne parlez pas que des cas de Kinshasa, vous parlez des cas de province. Bien sûr. Aujourd'hui, est-ce que, en matière, par exemple, des arrestations arbitraires, comme c'était dans le cas, parce qu'il faut rappeler que à l'époque de Kabila, vous passiez un jour sur 7 dans vos bureaux, mais tous les jours, c'était dans les cachots, dans les prisons. Est-ce que vous faites le même exercice aujourd'hui ou les choses ont littéralement changé? Non, 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 bien sûr. Par contre, depuis qu'il y a les nouveaux régimes, l'un des avantages que nous avons directement tirés, c'est que le président Félix a annoncé clairement ses couleurs en ce qui concerne l'ouverture de l'espace de l'exercice des libertés publiques, notamment la liberté d'association. Rappelez-vous qu'avant son avènement, on assistait à des filatures, des services de renseignement. Nous-mêmes, nous avons été plusieurs fois traqués. L'ancien administrateur de l'ANR avait même confisqué mon passeport pendant plus de 6 mois pour ne pas me permettre à voyager. Bref, voyager à partir de l'aéroport même d'Indili était un risque énorme pour nous, les défenseurs des droits de l'homme, surtout nous qui étions trop critiques. Et donc, il a permis à ce que nous puissions nous émouvoir sans aucun problème et nous avons réinstallé toutes nos antennes à travers toutes les 26 provinces ainsi que dans certaines villes. Et nous travaillons, nous faisons le monitoring actif de surveillance de la manière dont les institutions provinciales aussi fonctionnent, principalement la justice ainsi que les prisons. Donc, nous avons toute la situation. Chaque jour ici, je reçois les rapports. Mais est-ce qu'il y a une évolution, par exemple, en matière de provinces, où les gouverneurs se considèrent encore comme des petits dieux, comme des petits rois? Pour un oui, pour un non, ils arrêtent les journalistes. Pour un oui, pour un non, ils arrêtent les mouvements de société civile. Est-ce que les choses ont évolué? Non, au niveau des provinces, il faut dire qu'il y a encore un problème. On semble au moins se rendre compte qu'il y a une sorte de rupture entre ce qui se passe dans la capitale, à Kinshasa, ainsi que les provinces. C'est comme ça, par exemple, que jusqu'à ce jour, en dehors de 2 cas que nous avons notés dans la province du Sud Kivu, en matière de la répression des actes de corruption, dans les autres provinces, on n'a enregistré aucun cas. Ce n'est pas que les dossiers manquent, des dénonciations manquent, des plaintes manquent, ça et là, mais les autorités judiciaires qui sont dans ces provinces n'agissent pas. Ils ne veulent pas suivre l'élan qui a été développé au niveau de la ville-province de Kinshasa. Donc là, il y a un problème. Les gouverneurs continuent toujours à considérer la justice dans leur province comme l'appendice du gouvernement provincial. Pas de séparation de pouvoir là-bas. Voilà. Et d'ailleurs, lorsque vous allez dans les nouvelles provinces, vous allez constater que tout ce qui est construit en termes de bâtiments, c'est seulement pour les gouvernements provinciaux. Aucun immeuble n'est construit pour abriter la justice, même dans les nouvelles provinces. Moins encore, une prison. Pas de bureaux, des immeubles qui peuvent abriter les logements, par exemple, des magistrats. Bref, pour eux, ils continuent à considérer la justice comme un pouvoir qui est là pour les déranger. Donc, ils veulent trôner
sans être contrôlés. Donc, il y a encore beaucoup à faire au niveau des provinces. Alors, revenons maintenant à Kinshasa sur des grandes affaires, par exemple, de la justice. Est-ce que vous avez l'impression que la justice évolue aujourd'hui quand on voit qu'on arrête les condamnés, on arrête, pardon, les auteurs, mais l'État n'est pas réhabilité dans ce droit. Ça veut dire qu'il y a un problème d'argent, il y a 2 millions, 6 millions, on arrête les auteurs, mais l'argent, on ne sait pas où il va. Oui, il y a encore beaucoup de problèmes, hein, même dans quelques bons résultats que nous avons notés ici dans la ville de Kinshasa. C'est vrai qu'il y a eu des gens qui ont été interpellés, certains jugés et condamnés, ce qui est une bonne chose pour le fait de détournement, mais l'État n'est toujours pas rentré dans ses droits, c'est-à-dire la justice n'est pas arrivée à récupérer les biens qui ont été volés à l'État. Ça pose quand même un problème. Mais parce pourquoi, que la justice, pourquoi ça se fait comme ça? Non, c'est-à-dire que ce que nous constatons, c'est qu'une fois, par exemple, que la décision est rendue, il n'y a pas de suivi. Ou il y en a d'autres, lorsque c'est rendu, les autres parties recourent à des moyens dilatoires pour traîner éternellement les choses en longueur. Et il faut aussi mentionner qu'il y a eu certaines décisions dans lesquelles l'État a pu récupérer des sommes d'argent parce que la justice a ordonné la saisie des sommes d'argent. Je peux noter dans le cas de la condamnation d'un opérateur économique, un Asiatique, qui avait tenté de corrompre les agents de la DGDA. Avec 450 000 $, ces 450 000 ont été saisis et donnés au trésor public. Ça a été reversé sur les comptes du trésor public. Ça, c'est déjà une bonne chose. Dans les dossiers, je crois, de 100 jours, programme de 100 jours du chef de l'État, où une des banques était impliquée avec son directeur général lorsqu'il avait été arrêté au niveau du parquet général de Matete. C'est monsieur, pour obtenir la liberté provisoire, après avoir offert sa collaboration avec la justice, ils ont dû payer plus ou moins 35 millions de dollars. Parce que les 35 millions étaient l'équivalent de la somme que cette banque avait facilité d'être retirée auprès de ses guichets sans respecter la réglementation. Et cette somme avait été détournée. Donc, la justice a dit, vous ne pouvez pas recouvrer votre liberté parce que c'est vous qui avez facilité ce détournement. Vous remettez cet argent à l'État et puis vous recouvrez votre liberté. Et ils ont payé. Cet argent a été versé sur les comptes du Trésor. Mais les comptes, par exemple, prenons le cas de Caméré, que l'on accuse pour avoir détourné autant d'argent, mais l'argent n'est pas... On n'a pas récupéré l'argent. Oui, pour Caméré, je crois que comme la procédure est encore en cours, on ne peut pas exécuter. Il faut un jugement définitif. Il faut un jugement définitif, une décision définitive. À ce moment-là, on pourra passer à l'exécution, notamment comment faire réaliser les biens, immeubles qui ont été considérés comme saisis au profit de l'État, c'est-à-dire faire transférer la propriété. Parce qu'à ce moment-là, lorsque la décision devient irrévocable, les parquets, ou du moins la République à travers ses avocats, pourront maintenant déclencher les démarches auprès des services de cadastre, des affaires foncières, pour faire changer les titres et les mettre au nom de l'État. Et aussi, l'argent qui est saisi, je sais par exemple qu'on a ordonné la saisie de 7 millions de dollars qui se trouvaient sur les comptes, de monsieur le Libanais, Jamal, c'est à la fin, finalement, qu'on pourra demander à la banque de reverser ça sur les comptes du Trésor. Donc, c'est ça la procédure. Alors, Maître Georges, je vais un peu vous déranger par une petite question. Lorsqu'on avait arrêté Diomi Ndongala, lorsqu'on avait arrêté Franck Diongo, vous avez porté cette affaire à cœur, et bien d'autres d'ailleurs, les mouvements citoyens, ainsi de suite. Ça. Mais on a arrêté Bakonga, on n'a pas vu votre tweet. On a arrêté Caméré, vous n'avez pas tweeté pour le protéger, ainsi de suite. Monsieur Matata est poursuivi, vous n'intervenez pas. Pourquoi? Alors, voilà, nous avons un mandat, c'est de contribuer à la promotion et protection des droits de l'homme, à la restauration d'un état de droit, qui passe notamment par la promotion de la bonne gouvernance
et la lutte contre les antivaleurs, c'est-à-dire la corruption, le détournement des deniers publics ainsi que le blanchiment des capitaux. Lorsque nous nous trouvons en face d'une affaire qui implique des anciens responsables ou des responsables de l'État qui ont violé les règles de la bonne gouvernance, qui ont tenté d'utiliser leur position pour s'approprier illicitement des biens de l'État, les biens qui appartiennent à tous les Congolais de manière frauduleuse, dans notre approche, nous ne pouvons pas leur apporter notre protection, notre soutien. Pourquoi? Parce que nous combattons les actes pour lesquels ils sont mis en cause. Okay. Et dans ce genre de situation, nous nous mettons principalement du côté de la justice, nous bousculons la justice pour qu'une enquête indépendante soit faite, un procès soit organisé et que s'ils sont reconnus coupables à la suite d'un procès juste et équitable, qu'ils soient condamnés et que les biens de l'État soient récupérés au profit de l'ensemble de la communauté. Voilà pourquoi, sur ce genre d'affaires, nous ne pouvions pas leur apporter une quelconque défense. Nous sommes limités tout simplement à saluer, dans les uns comme dans les autres, l'action menée par la justice, tout en encourageant la justice d'aller jusqu'au bout, parce que pour nous, il faut que ces actions servent d'exemple et d'avertissement aux autres dirigeants. Mais au début, quand même, il y a 20 ans de prison. Ouais. Certaines personnes ont estimé que c'était sévère comme décision au premier degré. Oui, parce que c'était le maximum. Oui, c'est le maximum. Maximum prévu par la loi. Est-ce que vous avez aussi le même sentiment que c'était très sévère? Non, mais c'est parce que c'est prévu par la loi. Le tribunal est resté dans les limites prévues par la loi, c'est-à-dire que de ne pas dépasser 20 ans. On peut prononcer 20 ans lorsque le juge considère que les faits sont extrêmement graves et que vous-même, vous n'avez pas fait preuve d'amende publique lors du procès ou que vous n'avez pas coopéré avec la justice. À ce moment-là, les juges peuvent prononcer Alors, en tant que praticien du droit, 13 ans de peine en appel, quel est votre point de vue sur la situation des Camérés maintenant, de 20 à 13 ans? Oui, mais c'est normal. La loi a prévu des voies de recours, notamment l'appel. Et les juges d'appel a, au regard de la loi, le pouvoir de réduire éventuellement la peine prononcée par le premier juge. Au vu des nouveaux éléments, au vu de son appréciation, sa propre conviction. Et je considère que ce qui s'est fait, ce qui vient d'arriver, est tout à fait légal, parce que c'est le juge qui a considéré que, quelle que soit la gravité des faits, qu'il y avait possibilité à réduire la peine à 13 ans pour lui, à 6 ans pour M. Jamal, qui était condamné au premier degré à 10 ans. À 10 ans. Et à 1 année pour M. Mouima, qui était condamné à 2 ans. Massaro, selon les informations que nous avons, c'est que son procès n'a toujours pas, ne s'est pas encore terminé. Okay. Il a commencé, mais qui n'est pas encore arrivé au bout. Alors, 13 ans de travaux forcés, ça veut dire quoi pour ceux qui ne connaissent pas la loi, pour ceux qui ne connaissent pas le droit? Alors, dans notre droit, malheureusement, les modalités d'exécution d'une condamnation aux travaux forcés, ce n'est pas organisé. Qu'est-ce qui arrive lorsque vous êtes condamné? Le parquet se contente tout simplement à vous placer en prison, comme si vous étiez condamné à une servitude principale, ou servitude, un emprisonnement à une certaine durée. Et donc, logiquement, les travaux forcés sont entendus comme quelqu'un qui doit être soumis à exécuter, logiquement, comme ça se fait dans d'autres sociétés. Balayer, voilà, réaliser des travaux d'intérêt général. Donc, ça ne doit même pas porter l'appellation forcée, comme si c'était une soumission à des tortures, à des travaux inhumains. Non, ça doit être une soumission à des travaux d'intérêt général. Donc, comme nous voyons les gens balayer la voie bien sûr, Caméré devrait se retrouver là pendant 13 ans à faire le même travail. Il faudrait qu'on arrive à modifier la législation pour y donner au moins ce genre de modalités en disant, lorsque vous êtes condamné à une prison ou aux travaux forcés, voilà les types de travaux que vous devrez accomplir. Par exemple, vous pouvez être réquisitionné pour aller travailler dans un champ au profit des prisonniers, par exemple. Enseigner les élèves dans enseigner,
aller, par exemple, participer au nettoyage, pourquoi pas, des hôpitaux ou des infrastructures écolières, tout ça. Travailler dans les établissements de l'État, pour voilà. les grands-mères, les vieillards, les enfants, ainsi sans de suite. percevoir une rémunération, parce que vous l'accomplissez sans attendre un quelconque paiement. Parce que il faut qu'on se rappelle aussi que dans le cadre de la production pénitentiaire, un prisonnier peut accomplir une tâche ou un travail contre une rémunération. Mais lorsque vous êtes condamné aux travaux forcés, pas de rémunération. Il n'y a pas de rémunération. Et pendant 13 ans. Mais est-ce que la peine sur son illégibilité est toujours maintenue? Tout à fait. J'ai suivi personnellement la décision de la Cour d'appel. La Cour a dit qu'elle a modifié au moins les peines de prison pour lui, pour Jamal, ainsi que M. Mouhima, mais en ce qui concerne les peines accessoires, c'est-à-dire privation des droits civils et politiques, ça reste intact. Et en ce qui concerne les confiscations qui ont été ordonnées, ces confiscations restent encore intactes. D'ailleurs, la Cour a ajouté la confiscation de 7 millions de dollars se trouvant sur les comptes bancaires au profit de l'État. Ok, mais alors, quelle est la voie à suivre encore pour Kamere? Est-ce qu'il peut encore aller en appel ou ça s'arrête là? Non, maintenant, il ne lui reste que la voie de cassation. Il peut, au vu des éléments à leur possession, aller en cassation. Très bien. Alors, mais la cassation va juger la violation éventuelle des lois. Et la cassation ne peut pas réduire la peine, pas du tout. Elle peut éventuellement casser et renvoyer pour qu'un nouveau procès reprenne. Et dans un nouveau procès, vous pouvez encore aller à 17, même à 15, voilà, tout dépend. Voilà. Alors, Maître Georges, on va prendre dans l'autre cas, sur le cas de Matata Pognon. Hier, 96 sénateurs, 49 ont voté contre la levée des immunités de l'honorable Matata Pognon, sollicité par la justice. Est-ce que vous avez l'impression que la démocratie est menacée? Est-ce que vous avez l'impression que le Sénat devient la caverne de voleurs, des fossoyeurs, au lieu d'être le sanctuaire de la démocratie? Alors, je voudrais nuancer un peu. Je crois que c'est 49 qui ont voté contre. Oui, 49 qui ont voté contre. Oui, 46. Donc, bon, j'ai suivi ça aussi. Je dois avouer que je suis totalement déçu par ces votes. Et donc, comme nous l'avons mentionné dans notre tweet, par un vote pareil, scandaleux, le Sénat a asséné un coup sérieux à l'état de droit et par là a fait basculer la RDC dans une république des intouchables qui donne l'impression qu'il y a un côté des personnes que nous appelons ou qui sont communément appelées des koulouna en cravate qui peuvent être protégées et de l'autre côté des citoyens lambda qui peuvent être arrêtés à tout moment parce que considérés comme être les seuls à être soumis aux lois de la République lorsqu'ils commettent ne fût-ce qu'une petite faute. Et donc, c'est révoltant et toute l'opinion doit se révolter face à ce genre de comportement parce que les sénateurs sont sénateurs pour accomplir les biens de la population. Parmi les biens, c'est concourir à l'administration de la justice. Prêter main forte à la justice pour qu'elle puisse interroger les personnes soupçonnées d'avoir pris illégalement l'argent de l'État, les biens de l'État. Lorsqu'il y a eu un travail d'enquête fouillé comme celui réalisé par l'IGF, avec des conclusions qui apparaissent être probantes, et qu'on puisse se transformer en une juridiction pour considérer que ces faits ne sont pas fondés, on est vraiment à la limite de ce qu'on peut considérer comme l'exercice d'une liberté positive. Et donc, le Sénat, moi je dois vous dire, le Sénat s'est discrédité totalement et comme nous l'avons toujours dit, et aujourd'hui avec un autre courant de notre opinion, nous pensons qu'il faudrait que nous profitions de cette énième faute de la part du Sénat pour relancer les débats sur l'opportunité de garder cette chambre. Alors, de la non seulement qu'elle est budgétivore, elle est coûteuse. C'est 92 millions de dollars 100 millions, 100 millions de dollars. C'est beaucoup.
pour produire un pareil travail et contrer même l'action salvatrice des luttes contre les antivaleurs dans notre pays. Donc, lancer des messages que si vous prenez l'argent de l'État, vous êtes soupçonné d'avoir détourné l'argent de l'État, vous pouvez utiliser cet argent, attendre une échéance électorale, vous battre pour obtenir un siège au Sénat. Et puis c'est fini. Vous viendrez vous mettre là-bas et on va vous assurer l'impunité. Alors, et ça, c'est très dangereux pour un pays comme le nôtre qui lu quelques documents, à réaliser 4 milliards. Oui, j'ai lu quelques documents, Maître Georges. On parle de 92 cas de demande de lever des immunités. Aucun cas n'a été autorisé par les parlementaires. Par contre, nous sommes à 115. 115 cas de demande. 115. C'est-à-dire les cas consolidés, l'Assemblée nationale et le Sénat. 115. Exact. Depuis combien de temps? C'est depuis 5 ans. Pratiquement. Depuis 5 ans, nous avons comptabilisé 115. Et aucun cas qui moisissent au Parlement, mais dans leur tiroir. Alors, est-ce que, Maître Georges, ce n'est pas là la raison, l'occasion, comme vous le dites, non seulement de supprimer le Sénat, mais peut-être d'aller à une 4e République? Peut-être qu'on va changer le système politique, on va changer le système de Absolument. Absolument. Nous sommes de plus en plus maintenant convaincus qu'il faudrait lancer aussi les débats sur la modification de notre Constitution. Exactement. Parce qu'elle a créé, elle a au moins favorisé aussi beaucoup d'immunités et des privilèges de juridiction. On doit arriver carrément à supprimer. Il faudrait que nous ayons carrément, en lieu et place de réaffirmer ces immunités, ces privilèges de poursuite dans la Constitution, il faudrait qu'il y ait une loi organique qui réglemente toutes ces immunités. Alors, parce que moi, je prends par exemple, en ce qui concerne un parlementaire, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être protégé par rapport à sa prise de parole, par rapport à ses opinions à l'occasion des activités parlementaires. Mais on ne peut pas lui offrir, en plus de ça, une immunité pour lui assurer l'impunité pour des actes qui sont détachables de ses activités parlementaires, des actes personnels. Corrigez-moi, maître, si je me trompe. Quand je lis l'article 107 de la Constitution, qui dit, le premier paragraphe, aucun parlementaire ne peut être poursuivi, recherché, arrêté, détenu ou jugé en raison des opinions ou votes émis par lui dans l'exercice de ses fonctions. Point. Mais une malversation financière, un détournement, ça n'a rien à voir avec l'opinion. Mais c'est ce que nous disons. Exactement. Il faudrait absolument qu'il y ait une loi organique qui va expliciter les modalités de tout parlementaire de pouvoir obtenir ou bénéficier de l'immunité. Sinon, c'est une consécration si on n'a pas la loi, si on n'a pas la loi, entre-temps, parce que l'État doit fonctionner, on doit faire face à ces mal qui rongent notre société, qui empêchent l'État à répondre aux besoins de la population, parce que ces serviteurs continuent toujours à siphonner les moyens de l'État, l'argent de l'État. Il faut parer à toute éventualité rapidement avant que... Qu'est-ce que nous proposons dans CAGE? Nous proposons à ce que le procureur général près la Cour constitutionnelle saisisse carrément la Cour constitutionnelle pour interpréter l'article 107 de la Constitution. Par exemple. Comme ça, nous aurons au moins tous une compréhension, une même compréhension. Non seulement sur ce qu'il faut entendre par immunité, quelles sont les activités qui sont censées être couvertes par cette immunité, mais aussi les délais. Parce que si nous parlons ici de 115 durant 5 ans, des cas qui sont en train de moisir dans leur tiroir, c'est parce qu'il n'y a pas de délai. Ils pensent que lorsque ils sont saisis d'une demande de la justice, ils peuvent traiter quand ils voudraient. Mais ça ne doit pas être comme ça, parce que l'action pénale répond quand même à ce qu'on appelle à une sorte de célérité. Lorsque vous restez longtemps, vous laissez quelqu'un en train de courir à gauche et à droite, rester dans son siège professionnel où il est soupçonné d'avoir commis des actes de détournement, donc vous lui donnez encore l'occasion d'effacer les traces. Et donc, il faudrait absolument qu'il y ait un délai déterminé dans la loi pour considérer que, au bout de ces délais, comme la Constitution le dit pour, par exemple, la promulgation des lois, parce qu'il n'est pas normal que la Constitution puisse dire, lorsque
une loi est transmise au chef de l'État pour promulgation, si dans tel délai le chef de l'État n'arrive pas, soit à retourner pour la troisième ou la deuxième lecture, au bout de ce délai, la loi est censée entrer en vigueur. Mais on ne le dit pas lorsque les parlementaires sont saisis pour lever les immunités de l'un de leurs. C'est anormal. Il faudrait que la loi pallie à cette carence. Parce que ça fait partie de ce qu'on appelle l'égalité de tous devant la loi. L'égalité, c'est-à-dire l'égalité en obligation et en droit. Est-ce qu'aujourd'hui, Maître Georges, nous n'avons pas à craindre d'avoir un Sénat protecteur, je veux dire, une sorte de protectionnisme, un protectorat entre eux? C'est une menace. Oui, alors, ils se disent que, bon, écoutez, Georges Kapiamba, vous avez été DG de l'ONATRA, maintenant que vous êtes sénateur, on vous demande qu'on lève vos immunités, on ne va pas le faire. Voilà. Ça fera le tour de mon tour à moi pour la régie des eaux. Bon, vous n'allez pas le faire non plus. Voilà. Et alors, la redevabilité, elle est rompue. Bien sûr, c'est comme ça que j'ai dit que c'est une menace réelle contre l'état des droits. C'est cette autoprotection qui est finalement développée au niveau du Parlement doit nous pousser tous à réclamer carrément des réformes. Et nous, dans les rapports que nous avons présentés les 12 du mois en cours, nous avons demandé obligatoirement à ce qu'il y ait réforme en ce qui concerne ces régimes des immunités. Sinon, nous allons laisser un groupe de gens s'organiser comme ça pour prendre la République en otage. C'est inacceptable. Est-ce que nous ne donnons pas raison à ceux qui ont critiqué le fait que les sénateurs soient en même temps dans les entreprises publiques, comme vous voulez, Maître Georges. Tout à fait. Il est député, il est membre, il est PCA, il est député, sénateur, il est PCA. Et quand il y a un problème, il rentre au Sénat, il dit il rentre au Sénat même pour les actes qu'il a commis en tant que mandataire. Oui, en tant que mandataire. Et il se croit être autorisé à faire du n'importe quoi parce que il sait, il a une deuxième qualité qui lui offre des immunités. Et c'est une manière de faire narguer toute la République, les citoyens. Parce qu'il faudrait aussi que les gens sachent que la République est une volonté commune des hommes et des femmes de vivre ensemble. Et que nous avons décidé de donner notre gestion quotidienne à un groupe d'individus. Mais cette gestion qu'on leur a confiée, ce n'est pas pour en abuser ou créer une sorte d'autoprotection de certains d'entre eux. Mais quand il s'agit d'un jeune garçon, communément appelé Koulouna, qui est attrapé parce qu'il a volé un téléphone, il est immédiatement... Avec une sérénité vous aviez suivi les cris d'alarme, de protestation d'un groupe de Koulouna qui était en partance pour Kanyama Kassese. Un journaliste leur a posé des questions, ils ont dit... Ils ne sont pas d'accord qu'ils soient les seuls à être envoyés à alors que tous sont des voleurs. Alors que tous les autres qui sont ici, qui ont d'ailleurs beaucoup volé, restent vagues à leurs occupations. Et ils sont même vénérés dans la ville. On les appelle des honorables, alors qu'ils ne méritent même pas ce genre de vénérance. Alors, donc, il y a une lenteur quand il s'agit des grands voleurs, mais une célérité exceptionnelle quand il s'agit des petits voleurs de chair, des petits voleurs de Et là, la justice est sapée. Sa crédibilité est remise en cause. Très bien. Alors, Maître Georges, on va terminer. Mais avant de terminer, parlons du rapport maintenant. Le 12 juin, vous avez présenté un rapport dans lequel vous relevez plus de 1800 cas. Alors, c'est ça? Oui. 12 800. 12 800, voilà. 12 800 cas d'inefficacité de voie de recours, trafic d'influence, déni de justice et d'impunité, de faits de corruption entre janvier 2019 à ce jour. Pourquoi nous devons donner crédit à ce rapport? Qu'est-ce qui est dit à l'intérieur? Non, mais c'est un rapport très finé, qui est documenté, qui illustre des cas que nous vivons sur tous les plans, que ce soit en ce qui concerne l'inefficacité ou l'ineffectivité des voies de recours. Aujourd'hui, vous savez que lorsque quelqu'un va en justice parce que son voisin lui a donné soit un coup ou a envahi sa parcelle, il va déposer la plainte. Pour que la plainte soit traitée, il doit payer. Il doit payer. Alors que ces frais-là ne sont pas prévus, réglementés dans notre pays. Et même lorsque il va payer, et là c'est
dans toutes les juridictions et tous les parquets, même au niveau de la police, même en ce qui concerne les cas de violences sexuelles. Et ça continue, nous avons énuméré beaucoup de cas. Quelqu'un, une fille, une femme qui est victime de viols, pour que le dossier soit traité, il faut qu'elle paye les frais. La victime est La obligée de payer victime encore. qui est déjà démunie doit payer. Mais la voie des recours ou ce qu'on appelle les recours effectifs ne peut s'exercer que lorsque vous posez, vous demandez la justice, votre demande est immédiatement traitée. À la limite, il faut qu'on vous demande les frais qui ne sont que prévus par la loi. Mais ici, ce sont des frais qui ne sont pas prévus. Donc, ces voies de recours sont devenues en réalité des voies illusoires. Parce qu'elles ne sont pas effectives. Il faut avoir l'argent pour prétendre avoir la justice. C'est pourquoi vous dites dans le même rapport que la justice est distribuée en fonction de l'avoir et du pouvoir. Et du pouvoir. Si vous avez l'avoir, c'est-à-dire que vous avez les finances, vous êtes riche, vous pouvez facilement, cette fois-là, payer à tous les stades. Vous payerez à la réception, la plainte va être les mêmes jours placée dans les signataires, traitée par l'autorité judiciaire, confiée à un OPJ ou à un magistrat qui va les traiter avec célérité. Pourquoi? Parce que vous avez l'avoir financier. Mais si vous n'en avez pas, on ne va pas les traiter. Oui. Même l'audience, pour l'organiser, il faut donner l'argent. Pour faire une descente, il faut débourser de l'argent. Alors, si vous n'en avez pas, ça ne peut pas aller. Qu'est-ce que vous avez proposé? Ou si vous êtes au pouvoir, à ce moment-là, vous êtes craint. Pourquoi? Parce qu'on considère que vous êtes plus important dans la République que les autres qui ne sont pas au pouvoir. Mais qu'est-ce que vous proposez pour régler ça? Deux choses. Premièrement, il faudrait que le gouvernement et le Parlement donnent les moyens financiers et logistiques nécessaires, en conformité avec l'article 149 de la Constitution qui prévoit que le pouvoir judiciaire, à l'instar de deux autres pouvoirs exécutifs et législatifs, doit bénéficier d'une dotation budgétaire qui lui permet de régler l'ensemble de ces questions. Parce que la justice ne doit pas coûter trop cher pour les citoyens. L'État, le gouvernement, ne doit pas mettre la charge du fonctionnement de la justice sur les épaules des citoyens. Il y a une petite part que les justiciables peuvent au moins contribuer, mais le gros, c'est l'État qui doit faire fonctionner la justice. Et donc, pour le résoudre, il faut que la justice ait ses moyens, parce que nous sommes conscients que la justice n'en reçoit pas. Il n'y a pas de frais de fonctionnement. Deuxièmement, on doit revaloriser la sanction au sein du pouvoir judiciaire. Donc, des magistrats indélicats, ceux qui aujourd'hui s'estiment ou ont décidé de s'affranchir, ce que nous disons dans les rapports, de s'affranchir des contraintes légales. Ceux qui pensent que lorsque vous êtes dans un dossier, c'est une opportunité pour s'enrichir, ceux-là doivent être sanctionnés conformément aux lois de la République. Et là, c'est de la responsabilité première du Conseil supérieur de la magistrature. Alors, il y a dans la dotation budgétaire du pouvoir judiciaire, est-ce que vous avez une idée d'une somme qu'on peut avancer? Est-ce que ça peut être combien? Ça peut avoisiner quel chiffre? Non, mais j'ai déjà parlé avec les membres du Conseil supérieur de la magistrature qui disent qu'avec 50 millions l'an, ils peuvent bien démarrer. Et vous comprenez, 50 millions là, c'est tout un pouvoir, alors que le Sénat, qui est une des chambres d'un des pouvoirs législatifs, en reçoit 100 millions. Vous vous rendez compte? Et la magistrature, il n'y a pas très longtemps, selon les chiffres que j'ai reçus, ils étaient avant, avec les gonflements des on parlait de 3500, mais après le travail de vérification, les chiffres est arrivé en dessous de 3000, ça nage entre 2200 et 2600. Mais vous imaginez qu'un pouvoir qui a plus ou moins 2500 magistrats estime son budget annuel de démarrage à 50 millions, alors qu'une chambre du Parlement qui n'a que les sénateurs, ils ne sont qu'à 100, je crois, 109. 109. Oui, 109. Bon, 108 avec Kabila, 109. Voilà, ça fait 109. Ils dépensent au moins 100 millions. Mais
comment on ne sait pas Quel leur donner, contraste. comment on ne sait pas leur d'abord octroyer ces 50 millions, parce qu'à ce jour, tout ce qu'ils reçoivent, par an, c'est moins de 2 millions de dollars. Moins de 2 millions de dollars. Contrairement au Sénat, Ah oui. une seule Vous chambre voyez qui a 100 l'écart. millions. Vous vous rendez compte Oui. quel est l'écart? Et ça démontre aussi la volonté que vous avez ou l'importance que vous accordez à la justice. Tout à fait. C'est-à-dire, ce n'est même pas une volonté de la valoriser, mais c'est une volonté de l'affaiblir l'effacer, l'affaiblir Oui. pour qu'elle ne puisse pas Oui, la discréditer. jouer son rôle de Oui. contrôle. Parce que quand il Voilà. n'est pas financé, ses pouvoirs, ben, il se retourne contre nous. La, Et c'est nous qui la payons justice, tout. maintenant, voilà, Oui. cette fois-là, elle va se retourner contre les pauvres citoyens. C'est pourquoi nous avons des hommes qui sont arrêtés pour d'être emprisonnés pour des questions de dette. Tout à fait. Alors, tout à fait. Maître Georges, on a terminé. Mais en prison, j'ai manqué de vous le dire, et j'ai l'occasion de vous le dire, en prison, certaines femmes nous ont fait comprendre qu'elles subissaient des pratiques inhumaines perpétrées par d'autres femmes. Ça veut dire, une femme est détenue. Nous sommes au Elle est courant. simplement détenue, mais on va la contraindre de se déshabiller, on va filmer, on va diffuser sur les réseaux sociaux. Alors, nous nous posons la question, vous qui êtes dans cette défense-là, est-ce qu'il n'y a pas moyen de lutter contre le phénomène que les détenus se retrouvent en prison avec les condamnés au même endroit? Ils sont mélangés. Nous sommes au courant. Oui. D'ici 10 jours, la CAGE va présenter enfin son rapport sur le fonctionnement des prisons. Ouais, on sera très Et nous content. allons revenir sur ces questions. Très bien. Mais c'est encore plus pire, Ouais. parce que nous avons des cas où, comme à la prison de Munzenze à Goma, vous savez qu'à ce jour, il y a au moins 56 femmes, mais qui sont en prison accompagnées de 18 nourrissons. Par exemple. Non, elles ont mis Parmi le les monde là. 18 nourrissons là, nous avons 8 filles, des petites filles, qui sont là-dedans, dans des conditions inhumaines. C'est extrêmement grave. Nous avons par exemple dans cette prison dénombré 2480 détenus, sur lesquels nous avons 80%. Non, 90%. Ce sont des prisonniers ou des détenus préventifs. C'est-à-dire des gens détenus, mis là-bas, qui ne sont jamais passés devant un juge. Il y en a qui sont là même depuis 5 ans, Oui. 3 ans. Même à Makala aussi, il y a des cas comme À ça. Makala, il y a des cas comme ça, même des personnes déjà qui ont été condamnées, qui ont purgé leur Oui. peine, mais qui moisissent là-bas. Oui. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de suivi. Il n'a personne pour suivre son dossier. Et espérons que Akash va faire ce travail. Oui, nous allons publier ces rapports. Nous, on va aller au-delà de la question seulement de la présence des personnes, des conditions matérielles des prisonniers, mais aborder aussi les questions des fonds de leur statut juridique. Parce que les gens doivent être protégés conformément à la Constitution. Alors, on va se lever pour terminer cette Merci. émission. OK. Alors, Maître Georges, est-ce que dans l'exercice de votre travail, ça vous est déjà arrivé de vous tromper sur une information? Bien sûr. Et que faites-vous généralement quand vous vous trompez? Nous publions les droits de réponse. Les droits de réponse. Bien sûr. Dans l'affaire Toujours. Dans l'affaire Bakonga, par exemple, vous Ouais. avez parlé des millions. Est-ce Exact. que vous vous êtes trompé sur la question? Vous avez été abusé par une source? Non, mais c'est vrai, nous, pas abusé, mais nous avons eu une information d'une source fiable, mais laquelle information s'est vérifiée n'est pas être très conforme à ce qui a été présenté devant la Cour de cassation. Nous avions offert à la partie concernée, si elle estime, de nous adresser un droit de réponse et nous allons la publier. Est-ce que vous avez suivi ce que Matata a dit sur vous, qu'il y a un rapport, disons, une étude faite par l'équipe de M. Matata Mpogno? On estime que vous êtes acheté par le pouvoir et donc voilà pourquoi vous ne dites rien absolument. Mais je veux vous révéler aussi même à vos téléspectateurs que lorsque M. Matata était Premier ministre, ils peuvent vérifier chaque fois qu'il posait un acte qui était conforme à la loi, à la poursuite du bien commun, l'intérêt général. Moi, avec la CAGE, nous lui adressions souvent des félicitations. Ça veut dire que nous sommes exigeants, indépendants. Comme nous l'étions vis-à-vis de lui, il sait, là où il y avait des fautes établies, nous lui adressions souvent des lettres de protestation et de dénonciation. Et donc, nous gardons la même posture, même vis-à-vis de l'actuel pouvoir, et nous restons toujours exigeants. Est-ce que vous êtes toujours exigeant pour le mouvement comme Lucha, qui finalement a attaqué la Première Dame en disant que la Première Dame avait détourné les biens et ainsi de suite, et on les a poursuivis en justice?
Comment trouvez-vous l'action? Vous avez constaté que la CAGE, nous n'avons pas dénoncé le fait que la fondation de la Première Dame ait déposé plainte, parce que nous considérons que toute personne a le droit aussi de se plaindre. Et que la liberté de chacun se limite là où commence la liberté des autres. C'est-à-dire l'exercice de votre liberté ne doit pas être fait de manière abusive, c'est-à-dire de manière à porter atteinte aux droits des autres, à l'honneur et à la dignité. Il faut savoir affirmer que les faits dont on a eu à vérifier et qui sont conformes. Lorsque vous vous rendez compte que vous avez été trompé ou abusé, il faut avoir le courage de reconnaître publiquement. C'est ça l'honnêteté intellectuelle. Mais si vous ne le faites pas, à ce moment-là, les personnes qui se sont vues froissées ou lésées par vos propos peuvent vous amener en justice. Et vous ne saurez pas vous justifier parce que là, vous aurez établi votre mauvaise foi. Avez-vous suivi la loi Tiani, disons la proposition, la réflexion sur la loi de Tiani? Voilà, bien sûr. Qu'est-ce que vous en pensez? La CAGE a pris déjà la position par rapport à ça, en mentionnant clairement que la Constitution de la République, la pratique constitutionnelle, même électorale, depuis 2006 jusqu'à ce jour, nous avons connu 3 cycles des élections et durant toute cette période, une certaine jurisprudence est déjà consolidée. À savoir que dans les traitements des candidatures, la question des congruités ne s'amène jamais. On traite les candidatures en fonction d'autres éléments objectifs. Et donc, pour nous, ce débat, tout en respectant sa liberté d'expression et d'opinion, mais nous disons que ce débat ne doit pas être un débat à insérer dans les processus législatifs parce qu'il est inutile, inopportun. D'ailleurs, il est de nature à fragiliser davantage l'unité nationale, la concorde, le vivre ensemble. Merci beaucoup, Maître Georges Kapiamba. Merci. Vous êtes le responsable d'ACAGE, cette structure qui milite pour les droits, et pour les libertés fondamentales et les droits fondamentaux. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. C'est moi qui vous remercie. Et bravo pour le travail que vous abattez. Merci, Maître Georges. Mesdames et messieurs, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, bien, vous pouvez les poser. Maître Georges, c'est quelqu'un de très libre. Il accepte toutes les questions et même si vous avez des choses à dire, on peut encore le redire. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Plus précisément dans la Washington. Maman Martin Nde. Maman Martin Nde. Balobi shop Africa Union. Mais toi t'es qu'à nyonso. Biloko ya wanani yo congolais. Olingi ndeko na yo. Asalisa yo te. Mpona kolia na yo moko babondela yo. Mpona nzoto na yo baboya elei. Mpo babondela yo. Balobi bio. Bio Africa Union. Et toi t'es qu'à. Tout à fait na basinois. Sinon kolia pa ya sinon kolia ni. Ndeko na yo noteka. Anoteka biloko ya mboka. Ya fresh. Ya bio na bio. Bio na bio. Sio mama mbayo kuna mukanja izali. Balobi nzomo eyali. Nkuba baniwa. Balobi enjenje ezali. Zakomba kangane kwe mpoto ya mbiseza. Balobi nyama ya botu ya bokombo to esaga ne. Kala ngando ndengalali na basi. Oyebike na sutu. Ezako dia na petit. Po mama mande. Ya soro. Po bato comprendre te. Mawa. Ba congolais. Où allons-nous? Où allons-nous? Pona kolia na bino moko. Ba kondela bino. Kolia na appétit.
Hello. Lobi na biba ila biloko olia. Ba ina ka biloko États-Unis. Oni ko koma bona jeunesse. Mwana États-Unis. Tata yo kikolela na bino. Atindeli bino. Mama Samira. Ndenge ozalaka na États-Unis okolia lokola mutu aza na mombele. Lokola mutu aza na ngaba. Merci mon but. Wow! C'est mon bouche. Bana États-Unis. Kolia bio ekomi lolenge na bino. Pona kozwa mbisi ya kokauka tope mafuta ya mbila chez Mama Samira. Ata ozali na posa ya mbinzo ndakala mayebo safu ezali pebitoyo chez Mama Samira manso mazali eloko moko te yo koluko komona te na ndenga mabete pona kozwa biloko ya détail yoka numéro 938 avenue Maurice na New York. Adresse il y a entrepôt 1240 avenue Randol dans les banques. Tala yoko banda koteka mbisi ya kokauka mongusu mafuta ya mbila ekokoma lokola bazoka na yo. Yeah yo, kombone Mama Samira, makiambae. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indépendance. Unis aux hommes, si opinois, daimana chino tweneleye, na kinyamana piko, na mosala, totonga moka kuleka kitoko, na kinyamana Congo.